La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, qui est la radio des meilleurs jours, mais encore la radio des plus belles nuits. Nous poursuivons nos lectures de la nuit de la Saint-Jean avec Clémentine Berthelon, qui nous vient de Magnac-Laval, et qui va nous lire l'extrait d'un roman, L'homme qui savait la langue des serpents, d'Andrus Kivirak. Andrus Kivirak nous dépeint dans ce roman une Estonie d'une autre époque, où magie et nature ne font qu'un. Nous suivons la vie de Lemet, qui vit avec sa famille dans la forêt. Il n'est pas rare de croiser des louves, des ours séducteurs ou des anthropopithèques, éleveurs de poux. Mais ce petit microcosme est en danger, car le christianisme est à leur porte et la population quitte peu à peu la forêt pour s'installer dans les villages où ils cultivent le blé, élèvent les bovins et mangent du pain. L'extrait que j'ai choisi commence lorsque Lemet, notre personnage principal, va à la rencontre de nos deux anthropopithèques. Lors de mes recherches, souvent j'étais tombée sur la cabane des anthropopithèques. Bien sûr, je les connaissais déjà. Il n'y avait plus tant de monde que ça dans la forêt. Ils s'appelaient Pyr et Rak, et c'étaient bel et bien des humains. Ils étaient juste d'une autre race, nettement plus velus que la nôtre. Cela se voyait parce qu'au lieu de porter des peaux de bête comme tout le monde, ils se promenaient tout nus. Ils prétendaient que telle était la coutume ancestrale et que la décadence de notre peuple n'avait pas débuté lorsque certains s'étaient mis à déménager au village et à manger du pain, mais bien avant. Le jour où nous avons commencé à nous mettre des peaux sur le dos et à utiliser des outils en fer chippés sur les bateaux. Il n'y avait pas une once de métal dans leur ménage. Rien que des haches en pierre. Elles étaient d'une taille maladroite, presque informe, mais ils assuraient qu'elles étaient d'autant plus commodes à tenir en main et d'usage efficace. C'est de la pierre de chez nous, ça. Pas un quelconque métal venu d'on ne sait où. Quand on la prend en main, ça donne de la force. Ça masse les paumes et ça calme les nerfs. Dans l'ancien temps, on s'en servait pour tout. Les gens étaient toujours de bonne humeur et il n'y avait jamais de chamaillerie. Contrairement à Tambet, qui était aussi attaché que aux us et coutumes ancestraux et s'efforçait inflexiblement de suivre le chemin tracé par les ancêtres, les deux anthropopithèques étaient très doux. Ils n'exigeaient jamais rien de qui que ce soit. Ils ne prétendaient pas forcer les gens à se mettre le derrière à l'air et ne cherchaient pas la dispute lorsqu'ils voyaient quelqu'un avec un couteau à la ceinture ou une broche à la poitrine. Si un visiteur s'était présenté chez Tambet avec un bout de pain à la main, il lui aurait peut-être lancé les loups après, ou en tout cas il aurait agoni d'insultes ce larbin des villageois. Pyr et Rak, en revanche, n'élevaient jamais la voix. Ils étaient amicaux, offraient à manger à tous ceux qui y passaient les voir et ne se vexaient même pas lorsque leur invité ne voulait pas de leur viande à moitié crue. « C'est vrai que tu n'as pas l'habitude », disait-il gentiment en riant, exhibant leurs canines jaunâtres. « Tu manges trop de choses grillées. Ce n'est pas grave, on va te le faire cuire jusqu'à ce qu'il soit bien noir, ce bout de viande, si ça te va mieux. Ce n'est pas bon pour la santé. Dans l'ancien temps, les gens ne mangeaient que de la viande, presque crue. C'est plus digeste. Si tu ne veux pas nous croire, tant pis. Pas de larves non plus ? Dans l'ancien temps, c'était notre plat national. Tiens, regarde, prends-en une, fais-la éclater entre tes dents et vide-la sur ta langue. Ce que c'est bon. » Il plissait les yeux de plaisir en se pourléchant. Mais ce spectacle ne suffisait pas à me convaincre de goûter aux larves. Il n'insistait pas. Il faisait bien cuire le bout de viande en me souhaitant bon appétit avec un sourire lumineux. Et puis il me laissait manger, tranquille, tout en farfouillant mutuellement dans leur pelage pour en extraire aiguilles de pin, araignées et fourmis. Quand j'étais petit, j'allais leur rendre visite de temps en temps, généralement en compagnie de mon oncle. Et puis plus tard tout seul, ou avec Partel. Mais c'est à l'époque où je cherchais la salamandre que j'appris à mieux les connaître. Une ou deux fois, je restais même dormir chez eux, car épuisé d'avoir marché toute la journée, je n'avais plus le courage de rentrer à la maison. Maman savait qu'il ne pouvait rien m'arriver de fameux dans la forêt, car je savais parfaitement la langue des serpents. Aussi, elle ne se faisait pas de mauvais sang lorsque je découchais. De temps en temps, je dormais également avec Ince dans son terrier, ou alors chez oncle Woutel. Mais ce qui m'attirait le plus ces derniers temps, c'était les anthropopithèques à cause des poux. C'étaient leurs animaux favoris. Ils en élevaient. Comme ils n'avaient pas eu d'enfants, ils reportaient sur eux toute leur attention et leur tendresse.
Les poux vivaient dans des cages qu'ils leur avaient construites tout exprès. Il y en avait beaucoup, des différents les uns des autres. Certains étaient des poux ordinaires, tout gris, mais d'autres de la taille d'une grenouille. Pire et Rac les avaient obtenus grâce à une alimentation spéciale et à leur don d'éleveur. Parfois, ils les prenaient sur les genoux et les caressaient de leurs mains velues. Mais le plus curieux, c'était que ces bestioles obéissaient à leur maître. Comme je l'ai déjà dit, les insectes ordinaires ne comprennent pas la langue des serpents. Une fourmi, on peut siffler après autant qu'on veut, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Pareil pour les grillons, on peut s'égosiller à lui siffler les mots qui font taire les autres bêtes, les mots qui permettent de dormir en paix, peine perdue. Il continue son cri-cri. De même encore pour les araignées et les coccinelles. Impossible de leur expliquer quoi que ce soit, elles sont idiotes de naissance. Les poux aussi, en réalité, ce sont des bestioles parfaitement obtus. Normalement, ils n'obéissent pas. C'était d'autant plus étonnant que Pire et Rac soient parvenus à les dresser comme des loups de combat. Ils faisaient exactement ce que leur maître leur ordonnait. Ils s'approchaient, se couchaient, se mettaient en rang, se montaient mutuellement sur le dos et se faisaient rouler par terre comme des renardeaux. Lorsqu'on entendait la main, ils donnaient poliment la patte. Merci Clémentine. Alors, quelle est votre illustration musicale pour faire suite à ce passage ? J'ai choisi donc La sorcière de Lerita Mitsuko. Donc on écoute Lerita Mitsuko. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Connaissez-vous la chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforma son tortionnaire, le grand inquisiteur qui lui ouvrit son cœur. On pouvait la trouver dans la forêt, les nuits de lune pleine, où elle donnait des incroyables fêtes, et toute nue, elle chantait comme ça. Ça commence, toute la forêt se met à parler, mais en transe de par sa mère, la sorcière savait comment s'élever, comment prier, comment soigner, comment chanter et comment danser. Il arrivait dans la région, l'inquisiteur, c'était un homme passionné, l'inquisiteur, il voulait sauver l'humanité, pauvres pécheurs de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre la nuit. Ils l'ont traîné par la chevelure jusqu'à la chambre de torture. À son premier cri éveilla son oreille, et la sorcière se mit à agir, et elle fit, elle s'ensorcelle et se mit à chanter la suppliciée. Elle était belle et d'une blancheur laiteuse. On voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voile. Maintenant sale, ah, tu m'assassines, sauve ton âme. Ah, tu commets un crime, pauvre femme, à ma voix.
bouge. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Non, c'est l'air qui vibre et tu fais sonne. Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sentit battre son cœur. Le grand inquisiteur sentit fondre son cœur. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut-Limousin en marche. Nous restons dans le réseau de lecture du secteur Brambenaise avec Clotaire Murit qui réside, lui, à Saint-Léger-Mayazet. Et Clotaire, vous allez nous lire la ballade de Black Tom de Victor Laval. Oui, c'est ça. Donc, l'histoire se déroule en 1924. On suit le personnage de Charles Thomas Tester, qui est un musicien médiocre, un escroc de bas étage. Qui plus est, il est noir, donc en 1924, c'était pas facile pour lui. Il essaye de trouver des petits jobs par-ci par-là pour pouvoir se payer de quoi manger et de quoi garder son toit. Et donc, l'extrait, je vais vous lire, il vient de recevoir de l'argent d'un petit boulot et il décide d'emmener son père au restaurant. Grâce à Buckeye, il bénéficiait d'une invitation permanente au Club Victoria de la 130e rue. Ce n'était qu'à 7 pâtés de maison, mais à cause de la santé de son père, le chemin leur prit une bonne demi-heure. Le club occupait 3 pièces modestes aux premiers étages d'un immeuble. C'était une amicale caribéenne. Dans la rue, Tommy et Otis étaient à Harlem. En poussant la porte du Club Victoria, ils entraient dans les Antilles britanniques. Les drapeaux de chaque nation décoraient les murs d'un long couloir, avec l'Union Jack à la place d'honneur tout au bout. Tommy Tester dut donner le nom de Buckeye 3 fois. Le portier ne voulut rien savoir avant que Tommy ne prononce le nom de baptême de son ami, George Hurley, qui fonctionna comme un sésame. Tommy et Otis emboîtèrent le pas à leur hôte, gardant une certaine distance. L'une des pièces était réservée aux joueurs de cartes ou d'osselets. Dans la deuxième, des hommes fumaient sur des chaises longues en écoutant de la musique en sourdine. Dans la troisième, des tables étaient dressées pour manger. Depuis qu'ils étaient amis, Buckeye avait souvent invité Tommy, mais Tommy n'avait jamais donné suite. Il eut l'impression de prendre une claque. C'était ça, le lieu de perdition qu'il avait décrit à Mahat, l'antre du mal et du péché, l'endroit où les pires criminels de Harlem n'osaient pas entrer. Il flairait l'arnaque. Il pensait savoir à quoi s'attendre. Après tout, Buckeye travaillait pour une femme gangster dont la réputation n'était plus à faire à New York. Alors pourquoi le Club Victoria ne ressemblait-il pas à une de ces légendaires fumeries d'opium? Ou Tommy avait-il simplement trop écouté les rumeurs épouvantables qui circulaient à propos de la vague récente d'immigrants en provenance des Antilles? Les Nord-Américains de Harlem colportaient les pires ragots au sujet des nouveaux venus. Le Club Victoria aurait aussi bien pu être un salon de thé anglais. Il éprouva une légère déception. Il avait invité son père pour lui offrir une soirée au parfum de scandale. On lui avait parlé des danseuses presque nues qui frôlaient les genoux des clients. La réalité lui donnait l'impression qu'un autre monde existait à l'intérieur, ou à côté, de celui qu'il avait toujours connu. Pire, tout ce temps, il avait été trop ignorant pour s'en apercevoir. Cette idée le dérangea comme un air coincé. Quand Tommy et son père s'assirent, l'homme usé expira profondément, adoptant une position à même de minimiser ses maux de dos. Il bougeait comme un vieillard. Otis Tester avait 41 ans. Une femme maigre vint leur proposer un dîner qu'elle avait cuisiné chez elle avant de l'apporter ici pour le vendre. Elle était de la Trinité. Les assiettes déjà prêtes se trouvaient sur un chariot de service qui circulait dans la salle du restaurant. Salade d'ananas aux épices, gratin de macaroni, un bol de soupe de pied de bœuf et de grands gobelets de jus de fruits de la passion. Le repas complet, pour 2, revenait à $1. Tommy paya. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» dit Otis, fixant son assiette comme si elle allait le mordre. « Pourquoi on n'est pas allé chez Beau ?» Tommy se surprit à regarder la trinitadienne qui lui rappelait sa mère. Le même physique maigre et nerveux, la démarche avec les pieds en dehors. Irene Tester, disparue depuis 4 ans déjà. Les gens qui la connaissaient bien la surnommaient Michigan, parce qu'elle était intarissable sur l'état d'origine de ses parents. Elle avait eu un malaise dans un bus et était morte au milieu d'étrangers à l'âge de 37 ans.
La vie de domestique l'avait usé aussi sûrement que sa carrière de maçon avait eu raison de la santé d'Otis. Tommy observa son père, se demandant s'il avait également noté la ressemblance. Mais le vieil homme continua de fixer son repas d'un air perplexe. « Allez, goûte au moins », l'encouragea Tommy. « Il y a forcément un truc qui te plaira. » Otis promena son regard sur la table en quête de quelque chose de familier. Soulevant sa fourchette, il piqua le gratin de macaroni. « C'est juste du fromage et des nouilles, hein ?» Tommy Tester prit une bouchée dans sa portion, qu'il mâcha. Après l'avoir avalée, il hocha la tête en guise de confirmation. Mais cela ne sembla pas suffire à convaincre son père qui posa sa fourchette sans manger. « Alors comme ça, ce blanc va te payer. Combien tu m'as dit déjà ? » 400 $. « Juste pour venir jouer à sa soirée, » insista Otis. Il attrapa le gobelet de jus de fruits de la passion, le porta à son nez, renifla, puis le remit à sa place. « Pour t'entendre jouer toi ?» Tommy mâcha un morceau de salade d'ananas. C'était doux, mais l'effet du citron vert et du piment rouge ne tarda pas à se faire sentir. Il avala d'un trait son jus de fruits pour apaiser sa gorge en feu. C'est ce qu'il a dit. Otis leva les mains en l'air, les écartant autant que possible l'une de l'autre. Ça, c'est la distance qui sépare ce que dit un blanc à un noir et ce qu'il a vraiment en tête. Tommy le savait bien sûr. N'avait-il pas déjà vécu 20 ans en Amérique ? Sa petite arnaque, son spectacle, reposait entièrement sur l'idée que les gens avaient des motifs inavoués pour l'engager. En enfilant ses vêtements usés pour jouer la comédie du bluesman ou du jazzman, ou même celle du noir docile, il n'ignorait pas que son rôle lui conférait une sorte de pouvoir. Donne aux gens ce qu'ils attendent de toi et tu peux leur prendre tout ce que tu veux. Et quand ils s'en aperçoivent, il est trop tard. À l'instar de Mahat, qu'il avait payé pour la livraison d'un objet sans valeur. S'il devait se comporter presque comme un gangster pour remplir son compte en banque, ainsi soit-il. Mais Otis ne comprendrait pas. À ses yeux, une telle attitude était criminelle, dégradante. Cet homme attachait une importance démesurée à sa dignité. La grandeur d'âme ne rapportait pas assez pour que Tommy soit intéressé. « Je serai très prudent, papa. » Otis Tester regarda son fils en silence. Le volume sonore augmentait à mesure que la salle de restaurant se remplissait. Mais leur table semblait prise dans une bulle de tranquillité. Otis était le père d'un jeune noir de 20 ans qui venait de lui expliquer allègrement qu'il comptait se rendre à Flatbush, en pleine nuit, au domicile d'un blanc. Il aurait aussi bien pu lui annoncer qu'il avait l'intention d'affronter un ours à main nue. « Quand j'ai quitté Oklahoma City, dit Otis Tester, j'ai pris les trains de marchandises vers l'est, en passager clandestin, tout du long. Ce n'était pas la première fois qu'il racontait cette histoire, probablement pas la dernière. » Tommy continua à manger pour masquer sa déception. Otis n'avait-il pas entendu le plus important ? 400 $. Je l'ai évité. J'ai évité l'Arkansas, poursuivit Otis. Qu'on soit un noir, un blanc ou un indien, ils ne plaisantent pas avec les vagabonds là-bas. On avait vite fait de se retrouver dans une chaîne de forçats. Je suis passé à East Saint-Louis, puis Evansville, mais on m'a forcé à descendre du train à Decatur. Ce n'était pas vraiment sur mon chemin, mais à l'époque, j'étais jeune, et j'avais envie de voir du pays avant ma destination finale. Otis Tester finit par manger le gratin de macaroni, comme si le fait de raconter son histoire l'avait mis en appétit. Il commença par une bouchée qu'il mâcha prudemment, mais après la première, il en dévora 2 autres à belles dents. Comme je disais, on m'a forcé à descendre du train à Decatur, et c'est là que j'ai dû me servir de ma cervelle. Il se risqua à tremper les lèvres dans le jus de fruits de la passion, dont il sembla apprécier le goût. Il but à petites gorgées avant de reposer son gobelet. J'ai dû me servir de ça. Otis Tester défit les 2 boutons du haut de sa chemise en pleine salle de restaurant. Tommy se raidit, se sentant dans la peau d'un gamin de 5 ans dont le père lui faisait honte en public. Mais avant qu'il ait eu le temps de le réprimander ou de se précipiter pour tenter de couvrir sa poitrine dénudée, le vieil homme tira sur quelque chose qu'il portait autour de son cou. Il fit passer la ficelle grossière par-dessus sa tête et tint l'objet en question dans une de ses mains rugueuses pendant qu'il se reboutonnait. Tommy se pencha en avant pour mieux voir. Otis Tester ouvrit la main. Un rasoir de barbier reposait dans sa paume. Je l'ai gardé sur moi pendant toute cette période où je voyageais en me cachant dans les trains de marchandises, expliqua Otis. Blanc, noir, indien, je n'allais être une proie facile pour personne. Il cogna bruyamment l'une des extrémités du coupe-chou sur la table. À Decatur, j'ai dû me servir de ça pour me faire respecter, ajouta Otis. Tommy regarda le rasoir, puis son père. Sa vie durant, il avait vu en lui et sa mère des piliers qui, solides, stoïques, soutenaient le toit de son monde. Des gens dignes de confiance, toujours là pour lui,
mais pas particulièrement remarquable. Alors l'image d'Otis, à peine sorti de l'adolescence, se défendant avec cette arme, ce passé-là semblait issu d'un autre univers, d'une dimension inconnue dont Tommy venait juste d'apprendre l'existence. Et de nouveau, ce pincement, la douleur d'une telle révélation. Il saisit le rasoir dans la main de son père. Ce faisant, il s'aperçut que ses doigts épais tremblaient. « Tu es un adulte maintenant, poursuivit Otis. Je n'ai plus à te dire comment vivre ta vie. Mais je ne te laisserai pas t'aventurer chez ce blanc sans être armé ou sans avoir été prévenu. Si les choses tournent mal, tu fiches le camp et tu rentres à la maison. » Tommy Tester hocha la tête, mais sur le moment, les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Et si le sang doit couler, ça m'est égal. Mais tu sors de cet endroit dès que tu auras fini et tu rentres à la maison. » Otis cherchait à adopter un ton sévère, déterminé, autoritaire même. Mais Tommy prit conscience qu'il n'avait jamais vu son père aussi effrayé. « Tu m'as entendu ?» demanda Otis. Ils terminèrent leur repas en silence avant de regagner Harlem à une volée de marche du Club Victoria. 3 jours plus tard, Tommy se rendrait au domicile de Robert Sweedham, un voyage dans un autre univers. Il le comprenait mieux à présent. Pas étonnant que son père s'inquiète. « Pourquoi tu as apporté ce rasoir ce soir ?» dit Tommy. « J'ignorais même que tu en avais un. » « Quand tu m'as annoncé que tu m'emmenais dans ce maudit club, j'ai pensé que j'aurais peut-être besoin de me défendre, expliqua Otis, presque en riant. Avec ces Antillais, on ne sait jamais. Mais je crois que toi et moi, on était sans doute les Noirs les plus dangereux là-bas. » Tommy avait passé son bras dans celui de son père pour aider le vieil homme à marcher. De son autre main, il serrait l'arme dans la poche de son pantalon. « Si tu es décidé à aller chez ce blanc, reprit Otis Tester, alors qu'ils avançaient d'un pas tranquille, je connais une chanson que tu devras apprendre. Elle est très ancienne, mais elle a quelque chose de particulier. Tu comprends ce que j'essaie de te dire. Le rasoir est une façon pour moi de te protéger. Cette musique en est une autre. Je la tiens de ta mère. On la répétera ensemble ces 3 prochains jours, jusqu'à ce que tu saches la jouer. »« D'accord, papa, » répondit Tommy Tester. Merci, Clotaire. Alors, quelle illustration avez-vous choisi pour suite à cet extrait? Donc j'ai choisi Dr. John, Season of the Witch. Donc on va écouter un peu de blues. C'est ça. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. When I look out my window, many sights to see. When I look in my window, so many different people to be. It's strange, so very strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Whoa. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some other cat looking over his shoulder right at me. And it's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. Beating dicks out to make it rich. Oh no,
look out my window, so many sights to see. When I look into my window, so many different people to be. You got to pick up every stitch. Rabbits running in the ditch. Beatniks are out to make it rich. No! Oh no! Must be the season of the witch. 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 100% Nuit de la lecture sur RMJ. Céline Zimanski, qui nous vient de Berneuil et qui va nous lire « Et vous avez eu beau temps » de Philippe Delerme. Je vais vous lire 2 passages de La perfidie ordinaire des petites phrases, édité en 2018. Et on va commencer par Ça n'ira pas plus bas. La pelote de laine a glissé de ses genoux et tombé par terre. Vous alliez vous extraire de votre fauteuil pour la ramasser, mais la vieille dame a devancé votre aide. Oh, ça n'ira pas plus bas. On discute avec elle, on est bien là, engoncé confortablement dans cette soirée douce. Certes, elle ne vous intime pas l'ordre de laisser la pelote à terre, mais on le sent bien, elle préfère. Le minime incident ne l'empêche pas de continuer à tricoter. Et puis il vaut mieux ne pas troubler ce bien-être nonchalant qui s'est installé. Une précipitation servile de votre part ne ferait que souligner l'emprise du matériel. Après tout, la tisane est finie depuis longtemps, et personne ne s'est levé pour débarrasser les tasses. Ça n'ira pas plus bas. Toute une petite philosophie dans ce fatalisme débonnaire. Rien dans la vie de la vieille dame n'indique le laisser-aller. Mais c'est un luxe d'accueillir un peu de laisser-faire. Il y a tant de choses qu'on ne peut pas empêcher de rouler, de se dévider, de finir. Tant de choses lourdes que l'on porte au fond de soi. Alors quand une pelote de laine a pris un peu de liberté, ça n'ira pas plus bas. Cela veut dire je tiens à toi, à nous, à cette pause longue dans le soir d'hiver. Ne joue pas le rôle de convenu de la courtoisie. C'est cela qui nous mettrait. Ne joue pas le rôle convenu de la courtoisie, c'est cela qui mettrait tout par terre. J'ai fait dans ma vie tant de cuisine, de ménage, de courses, de vaisselle. Je me suis tant inquiétée pour ceux que j'ai aimés, pour ceux que j'aime. Je me sens lasse et bien, et j'aime cet instant. Ça n'ira pas plus bas. Laisse tomber le temps, laisse tomber la laine. Un deuxième passage, donc. Chez nous, c'est 3. Entendre chez nous, c'est 3, c'est être soumis au rite de la bise incertaine, un des protocoles les plus incongrus de nos échanges de civilité. Si l'on ne sait pas combien de fois on doit s'embrasser, c'est que l'on le fait pour la première fois. En dépit de son caractère tactile, cette irruption de l'effusion n'a rien de naturel. On y procède souvent parce que les autres à côté se connaissent davantage et s'enlacent avec une exagération de familiarité qui nous met mal à l'aise. Alors on sent que c'est rien, alors on sent que rien, ça serait peu, que la poignée de main paraîtrait bien distante. On s'embrasse donc, plutôt au départ qu'à l'arrivée. S'il y a gêne, elle ne durera pas puisque l'on va se séparer. Il y a d'abord un léger retrait du corps et puis on se lance à l'aveuglette. Et il vaut mieux enlever ses lunettes. La sensualité ne participe pas vraiment à cet échange, plutôt furtif et raide. Ce rapprochement abusif a tout de l'esquive. On embrasse le vent, ce joue contre joue sollicite très peu les lèvres. Le premier aller-retour effectué, on s'en tiendrait bien là. Mais votre interlocuteur risque le déséquilibre en affirmant « Chez nous, c'est 3 ». Comme il est bizarre ce « chez nous », sa récurrescence ne permet guère de le rattacher à une coutume géographiquement répertoriée. Il signifie avant tout « Chez nous, on n'a pas peur de se faire trop de bises. On pratique d'emblée la générosité conviviale. J'ai bien senti en vous une légère réticence, alors je prends les rênes. Laissez-vous faire, vous êtes un tantinet constipé en humanité. » Chez nous. Dans sa famille peut-être, dans son milieu professionnel qui sait. En tout cas, l'initiative n'est pas personnelle. Elle s'appuie sur un vieux fond de sagesse partagée.
Nous nous connaissons à peine, mais bisons-nous à l'envi. C'est très moralisant. Chez nous, c'est 3. Sous la désinvolture simulée se cache coquettement le talent de rapprocher les chairs sans la moindre équivoque. Mine de rien, ça vous réduit au rôle peu flatteur de pisse froid. Brassens n'appréciait guère les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. On ose parier qu'ils ne goûtaient pas davantage les biseurs de chez nous. Merci Céline. Alors, quel est votre choix musical pour illustrer ces 2 textes de Philippe Delerme ? Eh bien, on va passer Renan Luce, la lettre, s'il vous plaît. Eh bien, on écoutera Renan Luce. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des plombs de suicidaires, il n'y en a pas 100. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs du Haut-Limousin en marche. Alphonse allait allègrement, bonté récompensée. Ce matin-là, comme il faisait très beau, la jeune, tendre et jolie Clémence eut une idée. S'adressant à son ami, un certain monsieur Lemufle, elle dit « Si on allait à la campagne ?»« À la campagne ?» riposta le personnage. « Mais quoi foutre à la campagne ?»« Rien, se promener. »« À quelle campagne ?»« Où tu voudras, à Bougival par exemple. »« Ça te ferait plaisir d'aller à Bougival ?»« Beaucoup. Rappelle-toi, c'est là où nous nous sommes connus. »« Ouais, j'aurais mieux fait de me casser une patte ce jour-là. » Vilain. Alors on va à Bougival ? Non, ma vieille, on ira de l'autre côté à Joinville. Si tu veux, va pour Joinville.
Je vais demander à Pignouf de venir avec nous. Pourquoi nous affubler de cet individu? Oh, tu sais, moi, les balades sentimentales avec toi seul, souper. Tandis que Pignouf, il est rigolo, lui, au moins. Comme tu voudras, mon ami. Emmenons Pignouf. Monsieur Pignouf, le meilleur ami de Monsieur le Mufle, était le type du camarade mal élevé, déloyal et tapeur, mais, chacun s'accorde à le reconnaître, éminemment rigolo. La petite partie commença fort bien. Dans le train qui les emportait à Joinville, le Mufle et Pignouf s'amusèrent beaucoup à injurier quelques dames seules et plusieurs jeunes enfants. De sorte qu'arrivés à destination, ils éprouvèrent une faim proverbiale. La très charmante Clémence aussi avait très faim. À la guinguette où ils s'assirent sur les bords fleuris de la Marne, « Oh là, quelqu'un hurla le Mufle, viendras-tu, tavernier du diable ?» Et Pignouf d'ajouter, « Nous sommes les gentilshommes les plus mal servis du royaume !» Cependant que Clémence flattait non sans volupté un gros minet noir qui faisait ronron. « Qu'est-ce qu'il faut servir à ces messieurs et dames ?» Ainsi s'exprimait un vieux garçon de café appartenant à l'établissement. « Qu'est-ce qu'il y a à bouffer dans ta sale boîte ?» Bifteck, côtelettes, etc., etc. Passons ces tristes détails. En débouchant la première bouteille de vin, soit mauvaise qualité du bouchon, soit inhabileté de l'officieux, le bouchon se brisa et le vin fut souillé de 1000 fragments et miettes de liège. « Ah, ça en fit une vie !»« Espèce de... » clamait le Mufle. « Espèce de... » renforçait Pignouf. Le pauvre vieux garçon était tout décontenancé. « C'est rien, balbutiait-il. Vous allez voir. » Et moyennant une petite cuillère, il tâchait d'enlever les morceaux de bouchon flottant sur la vinasse. « T'es pas fou !» protesta le Mufle. « Fous-nous une autre bouteille !» appuya Pignouf. « Et plus vite que ça !» Le pauvre vieux garçon fit appel à leur mansuétude. Il n'était déjà pas si bien avec le patron si on le forçait à apporter à la caisse la bouteille ainsi contaminée par sa faute. Sûr qu'on en profiterait de ça pour le flanquer à la porte. Et, mon Dieu, la place n'était pas meilleure qu'une autre, mais d'être à Joinville, ça plaisait beaucoup au vieux, rapport au bébé de sa fille qui était en nourrice, là, tout près dans le pays. « On s'en fout de ton lardon, une autre bouteille qu'on te dit, et au trop !» Mais Clémence, « Laissez cette bouteille, mon ami, » dit-elle de son organe angélique. « Je la boirai, moi. J'adore le bouchon. » La brave enfant fit comme elle disait. À la grande moquerie des deux Jean Foutre, elle but toute la bouteille de vin sans en extirper le moindre morceau de liège, et toujours le sourire aux lèvres. Ainsi, quand dans l'après-midi leur périssoir s'en vint à chavirer, les deux hommes se noyèrent. Seule, allégée par les petits morceaux de bouchon qu'elle venait d'avaler, flotta Clémence. Et elle épousa son sauveteur, un brave garçon d'excellente famille, récemment sorti de l'école polytechnique. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Nous allons maintenant, pour poursuivre notre nuit de la lecture, écouter Anne-Marie Donny, de la médiathèque de Saint-Sulpice-les-Feuilles, qui va nous présenter En attendant Bojangles, je l'ai prononcé comme il faut ? Tout à fait. Merci, d'Olivier Bourdeau. Alors, ce livre, c'est le premier roman de Olivier Bourdeau. C'est un livre dans lequel on rit, on chante, on danse, on aime et on pleure aussi. C'est l'histoire d'une famille qui est décrite par le jeune fils, une famille très originale et pleine d'amour fou. Ses parents s'aiment, mais ils s'aiment vraiment beaucoup. Mais ils sont pas comme tout le monde. Surtout sa maman. Et même qu'ils ne vivent pas comme tout le monde. Devant leur fils, Louise et Georges forment un couple fantasque. Ils dansent jour et nuit dans leur immense appartement tout en buvant des cocktails colorés. S'ils oublient d'ouvrir le courrier, c'est pour mieux ignorer le temps qui passe et la banalité des contraintes sociales. Chaque jour est une fête. Et la mère, magicienne, change de prénom comme de robe de bal. Parfois, elle décide de quitter la ville pour un château en Espagne, dont le balcon donne sur la mer. Les lendemains n'existent pas.
Dans cette histoire pétillante, la folie est un mensonge et devient prétexte à poésie. On rit comme on pleure, au rythme de la chanson de Bojangles. On ne regrette qu'une chose, c'est que le livre ne soit pas plus long. Dans le livre, on explique qui est Monsieur Bojangles. Maman me racontait souvent l'histoire de Mr. Bojangles. Son histoire était comme sa musique, belle, dansante et mélancolique. C'est pour ça que mes parents aimaient les slows avec Mr. Bojangles. C'était une musique pour les sentiments. Il vivait à la Nouvelle-Orléans, même si c'était il y a longtemps, dans le vieux temps. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Au début, il voyageait avec son chien et ses vieux vêtements dans le sud d'un autre continent. Puis son chien était mort et plus rien n'avait été comme avant. Alors, il allait danser dans les bars, toujours avec ses vieux vêtements. Il dansait, Monsieur Bojangles. Il dansait vraiment tout le temps, comme mes parents. Pour qu'il danse, les gens lui payaient des bières. Alors, il dansait dans son pantalon trop grand. Il sautait très haut et retombait tout doucement. Maman me disait qu'il dansait pour faire revenir son chien. Elle le savait de source sûre. Et elle dansait pour faire revenir Monsieur Bojangles. C'est pour ça qu'elle dansait tout le temps, pour qu'il revienne, tout simplement. Chapitre 5. C'est quelque temps après un de ses anniversaires que maman commença sa métamorphose. C'était à peine visible à l'œil nu, mais il y avait un changement d'air, d'humeur autour d'elle. Nous n'avons rien vu, seulement senti. Sur elle, il y avait de petits riens. Dans ses gestes, le clignement de ses cils, ses applaudissements, un tempo différent. Au début, pour ne pas mentir, nous n'avons rien vu, seulement ressenti. Nous nous étions dit que son originalité continuait à monter les escaliers, qu'elle avait atteint un nouveau palier. Et puis elle s'est mise à s'énerver plus régulièrement. Ça durait plus longtemps, mais rien d'alarmant. D'ailleurs, elle dansait toujours aussi souvent. Certes, avec plus d'abandon et d'emballement, mais rien de préoccupant. Elle buvait un peu plus de cocktails, parfois au réveil. Mais à l'heure, la dose était sensiblement toujours pareille. Ça ne changeait pas l'ordre des choses. Alors, nous avons continué notre vie, nos fêtes, nos voyages au paradis. Voilà ce qu'écrivait mon père pour raconter ce qui s'était passé. C'était la sonnerie de la porte qui avait révélé la nouvelle nature de ma mère. Ou plutôt celui qui avait sonné. Avec ses joues creuses, son teint particulier que seul peut donner le travail de bureau, et un sens du devoir qui avait déteint sur sa gabardine, l'inspecteur des impôts et de la fiscalité avait expliqué à mes parents qu'ils avaient oublié de payer depuis très longtemps, tellement longtemps qu'il avait un gros dossier sous le bras parce que sa mémoire ne suffisait pas. Alors mon père avait bourré sa pipe en souriant. Puis il était allé chercher un chéquier dans le meuble de l'entrée, celui au-dessus duquel le tableau du cavalier était posé. Mais la pipe de papa tomba au moment où l'homme de l'impôt annonça le montant, plus les poussières pour les retardataires. Rien que les poussières, c'était gigantesque. Alors, le montant, c'était renversant. Physiquement renversant. Car maman commença à pousser furieusement l'homme des impôts qui tomba une première fois. Alors papa essaya de la calmer, puis releva vigoureusement les impôts par la manche en s'excusant platement et sans se dégonfler. Mais le monsieur des impôts s'emballa en bégayant. « Il va falloir payer maintenant. C'est bon pour la société de payer ces impôts. Vous êtes bien content de les utiliser, les ronds-points. Vous êtes des profiteurs sans scrupules. » Alors maman lui répondit avec des hurlements d'une férocité inédite. « Espèce de gougnafier, vous nous insultez en plus de ça ? Nous, monsieur, nous n'allons jamais sur les ronds-points. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Les trottoirs peut-être, les ronds-points jamais. Et puis si c'est si bon de payer des impôts, faites-vous plaisir. Vous n'avez qu'à payer les nôtres. »
tandis que papa essayait de rallumer sa pipe en observant ma mère d'un air perplexe. Elle s'empara du parapluie à côté de la porte, l'ouvrit et s'en servit pour chasser les impôts hors de l'appartement. En reculant sur le palier, le monsieur des impôts cria « Vous allez le payer cher, ça aussi. Vous allez tout payer. Votre vie va devenir un enfer. » Alors, ma mère, se servant de son parapluie comme d'un bouclier, fit dévaler les escaliers au porte-glaive de la fiscalité qui s'accrochait à la rampe en grognant vaillamment. Il tombait, se raccrochait, dérapait, se rattrapait. Maman mit son sens du devoir à rude épreuve. Un court instant, j'ai même pu apercevoir sa longue carrière défiler dans son regard rouge et obstiné. Au moment où papa réussit à la stopper en la prenant dans ses bras, elle avait fait descendre l'impôt de plusieurs paliers déjà. Et après 2 rappels menaçants par l'interphone, le monsieur des impôts et de la fiscalité s'en alla chercher de l'argent pour ses ronds-points ailleurs, chez d'autres gens. Après avoir beaucoup ri, tous les 3, papa demanda « Mais voyons Hortense, que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui vous a pris? Maintenant nous allons avoir de gros ennuis. » « Mais les ennuis, nous les avons déjà, mon pauvre Georges. »« Oui, parce que vous êtes pauvre, Georges, maintenant. Nous sommes tous pauvres. C'est d'un commun, d'un banal, d'une tristesse. Il va falloir vendre l'appartement. Alors, vous vous demandez ce qui m'a pris? Mais voyons, Georges, ils nous ont tout pris. Ils vont tout nous prendre. Tout. Nous n'avons plus un sou, avait-elle répondu. Puis elle regarda fébrilement autour d'elle pour s'assurer que l'appartement était encore réel. « Mais non, Hortense, nous n'avons pas tout perdu. Nous allons trouver une solution. Déjà, à l'avenir, il faudra ouvrir le courrier, ça peut toujours servir. » déclara mon père, les yeux en direction du tas de papier, avec dans la voix, comme un soupçon de regret administratif. « Pas Hortense, pas aujourd'hui. On m'a même volé mon vrai prénom. Je n'ai même plus de prénom, sanglota-t-elle en se laissant tomber sur la montagne de courrier. La vente de l'appartement couvrira bien plus que notre dette. Il nous reste le château en Espagne, ce n'est pas le bagne non plus. Et puis je pourrais me remettre à travailler. Certainement pas. Moi vivante, jamais vous ne retravaillerez. Vous m'entendez? Jamais, avait-elle crié avec hystérie, tandis qu'elle brassait les lettres comme un bébé mécontent et sujet au désespoir, le fait avec l'eau de la baignoire. « Je ne peux pas passer mes journées à vous attendre. Je ne peux pas vivre sans vous. Votre place est avec nous 2. Pas une seconde, surtout pas une journée. D'ailleurs, je me demande bien comment font les autres pour vivre sans vous, chuchota-t-elle, la voix brisée en sanglots, passant d'une colère lourde à une tristesse sourde en quelques syllabes seulement. Donc les ennuis de la famille continuent, ils doivent déménager et aller vivre en Espagne. Et là je vais lire une des dernières pages du livre. Lorsque je m'étais couchée en rentrant, après avoir éteint la lumière, j'avais entendu la porte s'ouvrir doucement et j'avais vu la silhouette de maman s'approcher silencieusement. Elle s'était allongée à mes côtés, délicatement, et avait posé ses bras autour de moi. Elle pensait que je dormais. Alors elle parlait doucement pour ne pas me réveiller. Les yeux fermés, je l'avais écoutée chuchoter. Je sentais son souffle tiède dans mes cheveux et la peau douce de son pouce qui caressait ma joue. Je l'avais écoutée me raconter une histoire très ordinaire. L'histoire d'un enfant charmant et intelligent qui faisait la fierté de ses parents. L'histoire d'une famille qui, comme toutes les familles, avait ses problèmes, ses joies, ses peines, mais qui s'aimait beaucoup quand même. D'un père formidable et généreux, avec des yeux bleus, roulants et curieux, qui avaient tout fait dans la joie et la bonne humeur pour que leur vie se passe au mieux. Mais malheureusement, au beau milieu de ce doux roman, une folle maladie s'était présentée pour tourmenter et détruire cette vie. Des sanglots dans la voix, maman m'avait murmuré qu'elle avait trouvé une solution pour régler cette malédiction. Elle avait soufflé que c'était mieux ainsi, alors je l'avais cru.
les yeux fermés, j'avais été soulagée d'entendre que nous allions retrouver notre vie d'avant la folie. J'avais senti ses doigts dessiner un signe de croix sur mon front et ses lèvres humides déposer un baiser sur mon menton. Aussitôt maman partie, je m'étais endormie, confiant et serein, en pensant à notre vie de demain. Voilà, il reste un dernier chapitre que je vous laisse le plaisir de découvrir. Merci Anne-Marie Doni. Et bien sûr, comme l'illustration musicale s'impose, c'est Nina Simone, En attendant Monsieur Bojangles. With silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, then he lightly touched it down. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. He talked of life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. He said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 years, how his dog and he traveled about. His dog up and died, he just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, he said, I dance now at every chance in honky-tonks for drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, please,
Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. Les fleurs du mal, élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chanson avec les lecteurs du Haut Limousin en marche.